Ce que nous avons identifié et trouvé adapté au paysage éthiopien, c'est cette approche de bassin versant. Cela aidera à assurer la sécurité alimentaire du pays et à réduire la pauvreté. Cela n'a pas commencé avec des laboratoires scientifiques, des subventions de plusieurs milliards de dollars, ni des millions de jeunes plants. Cela a commencé dans les hautes terres d'Éthiopie, autrefois dévastées par la sécheresse et la famine, considérées par les experts comme une terre jamais capable de se rétablir. Dans un paysage dépouillé, les forêts ont soudainement commencé à revenir. Des racines enfouies depuis des décennies se sont réveillées. Ils ont transformé un paysage en Éthiopie qui était auparavant considéré comme un cas désespéré. C'est incroyable. Des sources ont jailli dans des vallées mortes. Des collines qui n'étaient que pierre et poussière sont lentement redevenues vertes. Il était autrefois exposé à l'érosion, mais est maintenant devenu fertile comme une fleur. Ils ont restauré un désert sans planter un seul arbre. Éthiopie avant la famine. Avant que l'Éthiopie ne devienne le visage mondial de la terre asséchée et de la famine, c'était une forteresse biologique. Les archives historiques et les traditions orales des anciens décrivent un paysage qui semble presque mythique aujourd'hui. C'était un lieu de rivières grondantes, de canopées denses et d'abondance fertile qui soutenaient des civilisations anciennes. Les historiens estiment qu'au tournant du XXe siècle, environ 40% du pays était couvert de forêts hautes. C'était un jardin autosuffisant, où le sol était profond et la pluie prévisible. Cependant, cette image s'est lentement dissoute en poussière. La destruction n'a pas été un cataclysme du jour au lendemain, mais une érosion lente et douloureuse causée par la pression d'une population croissante et le besoin désespéré de ressources. Au fil des décennies, les forêts ont été consumées par les flammes de l'industrie et de la survie. Le bois a été récolté pour la construction, la terre a été défrichée pour l'agriculture et les arbres ont été brûlés pour le combustible. Au début des années 1980, le feuillage luxuriant qui recouvrait autrefois près de la moitié de la nation s'était effondré à un effrayant 3%. Les conséquences ont été immédiates et brutales. Sans les systèmes racinaires complexes pour maintenir la Terre en place, le sol superficiel, la peau même de la planète qui permet la vie, s'est transformé en poussière et s'est envolé. Le cycle hydrologique s'est brisé. La pluie qui autrefois s'infiltrait dans l'éponge du sol forestier ruisselait désormais sur la surface dure et disparaissait aussi vite qu'elle tombait. Le jardin de l'Afrique avait été dépouillé jusqu'à son squelette et la scène était prête pour l'une des catastrophes humanitaires les plus dévastatrices de l'ère moderne. Famine et effondrement. Le monde se souvient du résultat de cette mort environnementale à travers une seule fenêtre temporelle obsédante. La famine de 1984. Les images diffusées sur les écrans de télévision du monde entier montraient des enfants squelettiques et des files interminables de réfugiés attendant du grain dans un désert couvert de poussière. Bien que l'instabilité politique et le conflit civil aient joué leur rôle, la cause profonde était un effondrement écologique qui avait laissé la Terre sans défense. Le tampon que la nature offrait contre la sécheresse avait été enlevé, transformant une saison sèche difficile en un événement à victimes massives. Entre 1983 et 1985, plus d'1 million de personnes périrent. Ce fut un traumatisme national qui révéla la fragilité terrifiante d'un pays ayant perdu son couvert végétal. La pluie cessa de tomber là où elle était nécessaire, les ruisseaux devinrent des cicatrices sèches et les récoltes se flétrirent avant même de fleurir. Pour les agriculteurs dont la survie dépendait entièrement de la récolte, il ne resta plus qu'à voir leur bétail mourir puis à abandonner leur foyer. Au lendemain de cette tragédie, le silence dans les hautes terres était assourdissant. Là où il aurait dû y avoir le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles, il n'y avait que le son du vent sifflant sur la roche et le sable. La sagesse conventionnelle de la communauté internationale voulait que cette terre soit finie. Les experts croyaient qu'une fois que la désertification atteint ce niveau, le sol est trop dégradé pour soutenir la vie. Mais au milieu de la dévastation, des communautés isolées commencèrent à poser une question radicale. Elles cessèrent de chercher une aide étrangère pour les sauver et commencèrent à regarder le sol sous leurs pieds. Elles se demandèrent si la terre était réellement morte ou si elle attendait simplement. Aménagement en terrasse des hautes terres.
La reprise a commencé par une dure leçon. L'eau était désormais leur monnaie la plus précieuse. Dans la région septentrionale du Tigré, les communautés ont compris qu'avant de pouvoir faire revenir les plantes, elles devaient arrêter l'érosion des terres. Chaque fois qu'il pleuvait, l'eau entraînait les pentes dénudées, emportant des tonnes de sol avec elle. À moins de ralentir ce flux, rien d'autre ne survivrait. Elles ont donc lancé l'un des plus grands efforts d'ingénierie manuelle de l'histoire humaine. Aujourd'hui, en traversant les hautes terres éthiopiennes, on peut voir cet effort gravé dans la roche. Les montagnes sont ceinturées de terrasses, non pas des marches de jardin bien ordonnées, mais d'énormes modifications structurelles des versants. Sans aucune lourde machinerie ni grandes entreprises de construction, des milliers d'agriculteurs se sont mobilisés. Ils ont utilisé leurs mains, pelles et paniers pour déplacer pierres et terres, construisant de longs murs de pierre et des tranchées suivant les contours des collines. L'ampleur est stupéfiante. Des rapports de l'Institut des ressources mondiales et de la Banque mondiale estiment que plus de 90 millions de tonnes de pierre et de sol ont été déplacées à la main pour créer ces structures. C'est un volume de l'ordre des grandes pyramides, mais cette fois, ce n'étaient pas des esclaves construisant un tombeau pour un roi, mais des paysans libres luttant pour leur propre avenir. Les terrasses agissaient comme des freins pour la pluie. Au lieu de dévaler la montagne en inondations destructrices, l'eau frappait les murs de pierre, ralentissait et s'infiltrait dans le sol. Ils ont ajouté des bassins de percolation pour recharger les nappes phréatiques et des barrages de contrôle pour rattacher les ravines profondes. C'était une ingénierie avec la terre, et non contre elle. Peu à peu, le sol a cessé de bouger. La poussière s'est déposée. Mais si les terrasses avaient sauvé l'eau, la terre n'avait toujours pas de souffle. Les montagnes étaient stables, mais encore brunes. Le vrai miracle viendrait d'une percée biologique que personne n'avait prévue. Mais pendant que les collines se recousaient au nord, quelque chose d'inattendu était encore enfoui sous cette terre blessée. La forêt souterraine. Pendant que les terrasses étaient en construction, une autre forme de révolution se déroulait au sud. Les efforts traditionnels de reforestation échouaient lamentablement. Les gouvernements et les ONG dépensaient des millions de dollars à planter des plants élevés en pépinière dans cette terre âpre et sèche. C'était un cycle de bonnes intentions et de mauvais résultats. Le soleil cuisait le sol, les chèvres mangeaient les jeunes plants et en quelques mois, la plupart des nouveaux arbres étaient morts. Ce cycle d'échecs fut observé par Tony Rinaudo, un agronome australien travaillant dans la région. Il avait passé des années à essayer de planter des arbres dans le désert, seulement pour les voir mourir. Il était prêt à abandonner. Mais un jour, en conduisant le long d'une route poussiéreuse, il s'arrêta pour examiner ce qu'il pensait être une mauvaise herbe. C'était un arbuste misérable, à peine accroché à la vie dans le sable. Mais en regardant de plus près, il réalisa que ce n'était pas du tout une mauvaise herbe. C'était un arbre. Rinaudo comprit que sous la surface sèche et craquelée, la terre cachait un secret. Les millions d'arbres qui avaient été abattus au cours du dernier siècle n'étaient pas complètement morts. Leur système racinaire était encore vivant, dormant sous terre, attendant une occasion de faire surgir une nouvelle pousse. Les habitants appelaient cela la forêt souterraine. Ce n'étaient pas de nouvelles plantes peinant à prendre racine, c'étaient des organismes anciens avec des systèmes racinaires massifs et établis pouvant puiser dans les eaux souterraines profondes. Le problème était que chaque fois que ces souches essayaient de faire pousser de nouveaux rejets, les paysans les coupaient pour le bois de chauffage ou le bétail les broutait. La terre n'était pas stérile, elle était réprimée. Cette prise de conscience mena au développement de la régénération naturelle gérée par les agriculteurs, ou RNGA. Ce fut un passage de la plantation à l'éducation. La solution n'était pas d'apporter des graines étrangères, mais d'arrêter de combattre la nature déjà présente. Rendre les arbres. La méthode était étonnamment simple, mais elle exigeait un changement culturel complet. Tony Rinaudo et les chefs locaux commencèrent à enseigner aux agriculteurs à ranger leurs pelles et à prendre des sécateurs. Le processus consistait à localiser ces souches envahissantes et à sélectionner les tiges les plus fortes et les plus saines. Les agriculteurs élaguaient les pousses en excès, permettant à la plante de concentrer toute son énergie sur les quelques tiges choisies. C'était comme activer un interrupteur biologique. Parce que ces pousses étaient reliées à des systèmes racinaires massifs et matures, leur croissance était explosive. Elles n'avaient pas besoin d'être arrosées. Elles n'avaient pas besoin d'engrais. Elles avaient seulement besoin de protection.
dans la région de Umbo, 7 communautés distinctes acceptèrent de mettre de côté plus de 2700 hectares de terres dégradées. Ils les clôturèrent contre les bétails et commencèrent à pratiquer cette méthode d'élagage. La transformation fut rapide. Ce qui avait commencé comme des buissons rabougris poussa en arbres hauts et robustes en quelques années. Le couvert se referma au-dessus, ombrageant le sol et abaissant la température du sol. Les feuilles tombaient, se décomposaient et commençaient à reconstruire l'humus qui avait été perdu pendant des décennies. Ce n'était pas une plantation fragile d'eucalyptus, c'était le retour de l'écosystème natif. La méthode RNGA se propagea comme une traînée de poudre parce qu'elle était gratuite. Elle ne nécessitait ni approbation gouvernementale, ni technologie importée. Elle ne demandait qu'un couteau et la patience de laisser la nature faire son œuvre. Des agriculteurs qui voyaient autrefois ces souches comme des obstacles, les considéraient désormais comme des atouts. Ils comprirent que les arbres étaient leurs alliés dans la lutte contre la sécheresse. La forêt qui s'élevait à Umbo et à travers le Sahel ne ressemblait pas à un quadrillage fait par l'homme. Elle semblait sauvage, chaotique et résiliente. C'était une résurrection du paysage qui avait existé avant l'effondrement. Quand les sources sont revenues, l'impact le plus profond de cette repousse ne fut pas le bois ni l'ombre, mais l'eau. Dans les montagnes, près de Umbo, les anciens parlaient de 13 sources naturelles qui coulaient durant leur jeunesse. Pendant des années, ces sources étaient asséchées, ne laissant que des creux poussiéreux dans les rochers. La nappe phréatique était tombée si bas que la terre ne pouvait plus saigner. Mais à mesure que les arbres revenaient et que le sol retrouvait sa texture d'éponge, la physique de la vallée changea. La pluie ne s'évaporait plus ni ne ruisselait. Elle s'infiltrait. Lentement, les aquifères se remirent à se remplir. Puis, une à une, les sources recommencèrent à percer la surface. Aujourd'hui, 6 de ces 13 sources coulent toute l'année, même pendant la saison sèche. C'est la validation ultime de leurs efforts. Le retour de l'eau signifiait que les femmes n'avaient plus à marcher une demi-journée pour remplir un bidon. Cela signifiait que l'irrigation pouvait s'étendre et que les cultures pouvaient survivre aux périodes sèches entre les pluies. Cela prouvait que le désert n'est pas un état permanent. C'est une condition qui peut être inversée, non pas en conquérant la nature, mais en l'écoutant. L'Éthiopie a prouvé que la nature se souvient. Ce qui semblait être une terre morte attendait seulement que des gens travaillent avec elle, et non contre elle. Si cette histoire vous a touché, aimez la vidéo, partagez-la, et abonnez-vous pour plus de documentaires révélant comment notre monde peut guérir.